Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. Et merci beaucoup à Christopher Silver, qu'on est très heureux d'accueillir ce soir, qui est venu de Montréal, où il enseigne à l'université McGill. On va donc parler ce soir de l'histoire de plusieurs figures juives, plusieurs figures musicales juives du Maghreb, et voir comment leur histoire s'inscrit dans celle du Maghreb contemporain, comment on peut lire une histoire du Maghreb contemporain à travers leur parcours, une histoire des Juifs du Maghreb, également à travers leurs histoires. Et pour débuter, avant de débuter cette rencontre, j'aimerais évoquer ici la mémoire d'une figure inoubliable de la musique du Maghreb au XXe siècle, qui est Maurice El Médioni, qui s'était produit plusieurs fois au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, notamment lors du concert de clôture de l'exposition Juifs d'Algérie en 2013. Vous avez écrit un article au moment de son décès. Est-ce que vous pouvez nous resituer comment se plaçait Maurice El Médioni dans cette histoire? Il avait une place un peu particulière, spéciale. Oui, je voudrais commencer avec bonsoir. Bonsoir. Deuxième chose, je suis anglophone, donc je suis désolé pour mon accent, mais j'espère que ça serait bien. Quelques mots sur Maurice El Médioni. Il était une figure, personnage très important, surtout des années 50, 60, 70. Beaucoup d'entre nous, mon génération, on a appris la musique arabe grâce à lui. Ses compositions, ses chansons avec les chanteuses Lynn Monty. Et il a eu un grand impact avec les générations d'aujourd'hui, comme Nathalie Kayam et des autres. Donc, c'est un grand père pour nous. Et il était un musicien spécial. Ouais. On va juste écouter un tout petit extrait d'un de ses morceaux. Winrak, où es-tu? Maurice El Médioni. Christopher Silver, ce qui vous amène ici ce soir, c'est ce formidable livre, Recording History, Jews, Muslims and Music Across 20th Century North Africa. Les Juifs, les musulmans et la musique à travers l'Afrique du Nord du XXe siècle. Et Recording History est un titre dans lequel s'entendent deux choses, qui sont deux des nombreuses facettes du livre, à la fois l'histoire de l'enregistrement, Recording History, l'histoire de l'industrie musicale au Maghreb, et l'enregistrement de l'histoire, c'est-à-dire la manière dont les disques produits au Maghreb au XXe siècle ont capturé quelque chose de l'histoire du Maghreb à cette période. Et ce qu'on peut déceler de cette histoire en étudiant ces disques. Ce que vous faites, vous, avec une acuité, en prenant la musique au sérieux, en prenant les disques au sérieux comme des objets d'archives. Il mêle avec une grande finesse le parcours, les vies de ces musiciens, et donc l'histoire qui est en train de se dérouler pas seulement à côté, mais avec eux, et dont ils sont des acteurs très importants. Mais vous êtes aussi un passionné qui a créé un site qui répertorie un très grand nombre de disques, qui s'appelle Raramophone, dont on peut voir l'adresse affichée à l'écran. Et je voulais vous demander, pour commencer, ce qui précède dans cette histoire, la question de l'œuf ou la poule. Est-ce que vous êtes un passionné de musique arabe maghrébine qui s'est soudain dit que c'était un bon sujet d'étude, ou est-ce que vous êtes un historien du Maghreb contemporain qui s'est, par ses études, intéressé et passionné pour la musique? D'accord. J'ai besoin de choisir. L'œuf ou la poule, on ne choisit pas. Je suis historien, je suis un collecteur de disques aussi. Mon histoire avec cette histoire, ça a commencé à Casablanca, comme dans le film. J'ai marché dans la rue un jour il y a 15 ans
et soudainement, j'ai trouvé un magasin de disques. Okay? Donc, je n'étais pas en doctorat, j'étais juste dans le... J'ai travaillé, mais c'était pendant en vacances. Donc, j'ai trouvé un magasin de disques qui a vendu des disques, pas de CD, pas de cassettes, mais des disques vinyles. Donc, pour moi, je me sentais que j'ai trouvé un archive. Ce n'était pas juste un magasin de disques, mais c'était un vrai archive avec son propre histoire, une histoire musicale, une histoire nord-africaine et une histoire judéo-musulmane aussi. Donc, à ce moment, je n'étais pas un expert avec cette musique. Et donc, j'ai demandé à la propriétaire pour un tour Casablanca by night, pas Paris by night, mais Casablanca by night. Et il a commencé de jouer des disques, un disque après un autre pour moi. Et j'étais captivé par cette musique, la diversité, les voix, l'instrument. Et presque après chaque disque, le propriétaire, un musulman, m'a dit « Oh, c'était un chanteur juif. Ça, c'était une chanteuse juive. » Donc, pour moi, c'était nouveau. Ce jour-là, c'est pas surprenant, mais à ce temps-là, c'était surprenant pour moi. Et pour moi, c'était une question pourquoi il m'a dit ça aussi. Donc, c'était quoi le rationnel, la raison? Donc, pour moi, ça, c'était le début d'un journey avec cette histoire et la musique. Voyage, oui, voyage. Avec cette musique. Donc, j'ai commencé de collecter ces disques, mais pas juste les disques vinyles. Pour moi, il y avait une autre question. C'était quoi le début de cette histoire, cette industrie? Donc, j'ai commencé de collecter les disques 78 tours, les disques en gomme lac, parce que ces disques, ils sont datés des premières années du XXe siècle. Et il y avait une histoire, pour moi, il y avait une histoire engravée dans ces disques. Donc, j'ai commencé de collecter des disques de 78 tours que tout le monde a pensé, oh, ils sont disparus totalement. Mais chouïa. J'ai commencé de trouver un disque, deux disques, trois disques en quelques endroits physiques sur l'Internet, tout ça. Et soudainement, j'ai construit un propre archive aussi. Okay? Et j'ai eu un archive de centaines d'exemplaires de disques en arabe par les musiciens juifs. Et le sujet était vaste. Ce n'était pas juste la musique andalouse. Il y avait la musique populaire aussi, la musique liturgique, la musique nationaliste aussi. Donc pour moi, c'était vraiment... j'ai découvert un monde, un univers. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé un doctorat. Donc, c'était la musique, c'était l'idée que c'est possible d'écrire une histoire avec les preuves empiriques, même avec les disques et les documents plus commun pour les historiens, les papiers, les actualités, les mémoires, les choses comme ça. Donc, ça c'était ma journée. C'est une très bonne entrée en matière pour notre histoire d'évoquer le début de cette industrie musicale, puisqu'évidemment c'est par là qu'on va commencer, avec une figure à laquelle vous vous attachez beaucoup dans le livre. Donc, dans le livre, on croise énormément d'acteurs de l'industrie musicale, qu'il s'agisse de musiciens, de chanteurs, de chanteuses ou de producteurs.
Et le premier d'entre eux, qui est un des moins connus, mais qui est un des plus importants parce qu'il est fondateur, c'est Edmond Nathan Yaffil, auquel vous consacrez une partie importante du livre. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous dire qui il était, dans quel milieu il a grandi et comment il a été amené à travailler avec la musique? Oui, et je voudrais dire une autre chose parce que avec les couverts de mon livre, je voudrais dire que mon travail, c'était possible grâce au relatif de ces musiciens. Par exemple, ces photos... Leurs proches, leur famille. Oui. Ces photos, il y a plusieurs musiciens dans ces photos. C'est Radio Alger des années 1930. Okay? On voit, par exemple, à droite, la Hassaror, Lili Labassi. On voit le pianiste Mimoun, le flautiste Driss, et aussi le conducteur, le mandoloniste, etc., Joseph Kespi. La famille de Joseph Kespi, ils sont là ce soir, donc c'est grâce à eux et les autres que je peux faire mon travail. Donc c'était vraiment une collaboration avec les familles. Oui, je voudrais juste dire ça. Oui, parce que ce n'est pas un livre qui se base uniquement sur les disques eux-mêmes. Vous avez fait un travail les sources sont nombreuses. Oui. Pour Yaffil, Edmond Nathan Yaffil, ça c'est lui. Il était vraiment l'impresario par excellence pour les disques, l'industrie musicale en Afrique du Nord. Il est né en 1870 à Alger, il est base Casbah. Il a grandi dans un milieu musical. Donc, il a grandi dans un coin avec des restos et des cafés-concerts où était la musique arabe andalouse, mais populaire aussi. Donc, il a commencé d'enregistrer les... Oui, allez-y. Oui, il a compilé aussi... Oui, et donc il a expérimenté, il a essayé d'enregistrer les musiciens dans quelques façons. Par exemple, il a essayé avec les partitions pour le piano, par exemple. Il a écrit quelques livres sur le sujet de recueils, des recueils de musique. Des recueils de musique, il a transcrit pour piano. En arabe, l'autre en judéo-arabe aussi. Et il a commencé d'enregistrer avec les cylindres en cire. Donc, il a commencé avant la maison d'édition internationale. Donc, il a commencé les premières années du XXe siècle avec les cylindres en cire et il a enregistré les musiciens autour de lui. Donc, comme la Hausserer et Sfinja, les autres aussi. Donc, il était vraiment la première personne qui a transformé la scène musicale en Afrique du Nord dans une industrie musicale début du XXe siècle. C'est ça, vous racontez que quand les maisons de disques se sont implantées ou cherché à s'implanter au Maghreb, ils ont découvert qu'il y avait déjà Edmond Yaffil qui enregistrait des musiciens et du coup, ils se sont tournés vers lui et il a enregistré pour eux des disques, il avait sa propre collection. Et alors pour avoir une idée de à quoi pouvaient ressembler ces premiers enregistrements, on va écouter un court extrait de Mouzino, Shaoul Douran, qui vient d'une famille qui est connue ici au musée, la famille Douran. Donc un court extrait.
Alors vous évoquez dans le livre la question de la surreprésentation des Juifs dans l'industrie musicale au Maghreb. Et vous le faites en vous écartant un peu des explications anthropologiques et en préférant plutôt une approche sociologique qui est illustrée là dans le cas d'Edmond Yafil, puisque au moment où il se met à enregistrer ses disques, il se tourne vers les gens qui sont les plus proches de lui, c'est-à-dire les gens de la basse Casbah d'Alger, pour une grande partie juifs, mais pas seulement. Et voilà, vous racontez comment cette surreprésentation, en tout cas tous les musiciens du Maghreb n'étaient évidemment pas juifs, mais que dans leur rôle dans l'industrie, c'est peut-être fait par capillarité de cette manière-là. Oui, en général, pour moi, c'était pas une question de juifs ou musulmans, c'était une question de classe sociale. Donc, dans la base Casbah, c'était la même classe sociale, c'est-à-dire la classe populaire. Donc, le père de Yafil était un restaurateur de loubia, de haricots blancs. Donc, Makhlouf Loubia. Comment? Makhlouf Loubia, le nom de... Makhlouf Loubia. Donc, en anglais, ça s'appelle Greasy Spoon Restaurant. Donc, c'était un certain milieu qu'il a grandi. C'était la même chose pour les autres musiciens dans le coin. N'importe qui ou quelle religion. Donc, c'était... dans un certain sens, c'était vraiment par hasard que c'était les Juifs qui étaient la majorité dans cette industrie musicale au début. C'est sûr qu'il y avait des musiciens musulmans aussi. Ça, c'est intéressant aussi parce que les communautés ne s'étaient pas séparées. Pas juste dans le sens ils étaient dans le même ensemble, ou ils ont collaboré un avec l'autre, même avec cette question de maître et disciple. Par exemple, le maître de Yafil était un musicien musulman, Sfinja. Le disciple de Yafil était Mahidine Bashtarzi, un Algérien musulman. Donc, ça, c'était en fait, en réalité, jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, il y avait pas exactement une rupture après le décret Crémieux dans la musique. Il y avait des continuités pour les figures comme Yafil, Bashtarzi et les autres aussi. Oui, ce que vous montrez, c'est que des décennies après le décret Crémieux, un certain nombre de juifs algériens d'Algérie continuaient à chanter en arabe et à être des représentants importants de la musique algérienne. Alors, Mahidine Bashtarzi, que vous évoquiez à l'instant, vous l'évoquez à de nombreuses reprises dans le livre, mais notamment pour un cas, quand on parlait de surreprésentation des juifs, ça n'était pas sans débat, vous le montrez à un moment du livre, c'est-à-dire qu'il y a, même si cette musique était écoutée à la fois par des juifs et par des musulmans, mais il y a eu une fraction de la population musulmane, ou du public musulman, qui, Mahidine Bashtarzi le raconte, à un moment s'en était ému, à critiquer le fait que El Moutribia, le groupe que dirigeait auparavant Edmond Yafil, et ensuite Bashtarzi à son tour, était trop juif. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cet épisode? Oui, le premier ensemble orchestre moderne andalousien en Afrique du Nord, c'était l'orchestre de Yafil qui s'appelait le Moutribia. La plupart des musiciens dans cet ensemble étaient juifs. Il y avait une critique contre Bashtarzi dans les années 20, contre l'idée qu'il y avait un orchestre algérien avec la plupart des musiciens juifs. Mais je pense que c'était une critique unique, seule, pas
pluralité de gens, parce que Bashtarzi, il a répondu de cette critique, et il a répondu, c'est pas une question si c'est la musique juive ou la musique musulmane, c'est la musique algérienne ou nord-africaine, point. Et pour la plupart des musiciens et les auditeurs, c'était la même chose. N'importe quel musicien, c'était les qualités. Oui, les qualités. Donc, oui, c'était en réponse impressive à la part de Bashtarzi. En général, c'était une question intéressante. C'est quoi un musicien juif dans ce contexte? Parce qu'il y avait, dans certains cas, il y avait un accent juif en arabe. Mais il y avait des autres accents aussi. L'accent de Tlemcen, de Oran, de Constantine. Donc, toujours, il y avait des accents. Donc, il y avait aussi des musiciens avec le stage name, le nom des à noms la d'emprunt, scène. des noms de scène. Oui. Ambigu, ok. Mais de temps en temps, il y avait des musiciens comme Sheikh Levi. Okay? C'est clair que cet musicien était un juif. Donc, pour les auditeurs, pour les assistants, ce n'était pas une question. On voit dans chaque type des archives une assistance mélangée, toujours. Une assistance juif musulman à la fois. Un public mélangé. Un public, oui. Le livre est tellement riche qu'on pourrait passer une conférence entière sur ce sujet-là, mais il en aborde beaucoup, et notamment le rôle des femmes musiciennes, des femmes artistes dans la musique maghrébine, et notamment de plusieurs figures juives de cette musique. Et vous montrez dans le chapitre qu'elles accompagnent une sorte l'évolution, voire une révolution des mœurs et du rôle, de la place de la femme dans la société. En l'occurrence au Maghreb, et qu'elles ne font pas que l'accompagner, c'est-à-dire qu'elles sont aussi des actrices de ce changement. Et la première d'entre elles, la plus célèbre, avec laquelle on va commencer, c'est Habiba Msika, qu'on voit ici à l'écran, qui est la plus célèbre, notamment pour son destin tragique, sa fin tragique, mais pas seulement parce que de son vivant, elle était adulée à un point assez fou. Là, une anecdote très simple, c'est celle d'Habib Bourguiba, le président tunisien, qui dans sa jeunesse séchait les cours pour assister à ses concerts. Peut-être que pour se faire une meilleure idée, on peut écouter Habiba Msika, oui, un extrait de oui. La série de Noam, qui est un titre assez explicite, puisque c'est dans mon lit. Voilà, donc je vous laisse écouter et vous faire une idée de ce qui a pu à l'époque déchaîner les foules. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'elle a incarné dans le Maghreb de l'entre-deux-guerres, puisque c'est dans les années 20 surtout que sa carrière a été au plus haut. Oui, oui, Habiba Msika, elle est née à Tunis en 1903 dans une famille musicale juive. Elle était vraiment la première super vedette, star d'Afrique du Nord. En fait, juste après la Première Guerre mondiale, jusqu'à sa mort en 1930. Il était assassiné par quelqu'un dérangé. Donc,
pour elle et pour les autres femmes dans ce contexte, elles ont vraiment poussé la frontière sociale dans ces années. C'est-à-dire, elle, par exemple, elle a chanté sur les sujets tabous, mais pour un public live avec ces disques. Donc, on a entendu على سرير النوم دلعوني on my bed spoil me, je ne sais pas en français. Câline-moi pour être... Mais elle a chanté souvent des chansons comme ça, c'est-à-dire c'était un type de féminisme à l'époque. Donc elle a chanté en chanson Habibi al-Awwal, okay, mon premier amour. Okay. Pour cette chanson, que c'est pas la mauvaise chose dans le monde, le premier amour, mais la chanson continue. Il y a un deuxième amour, il y a troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc, pour elle, c'était vraiment un statement dans le stage de chanter comme ça, avec ces mots, avec ces nouvelles idées. Et c'est intéressant parce que elle était pas juste... elle était la star devant un ensemble des hommes. Okay? Donc, elle était la femme avec un ensemble des hommes. Mais elle a chanté aussi avec des musiciens religieux, comme Asher Mizrahi. Asher Mizrahi était un païen, un chanteur liturgique à Tunis. Elle était avec Habiba Messika au concert. Donc, il y avait quelque chose dans l'eau à cette époque-là. Vous racontez aussi, là on ne peut pas s'attarder, mais comment c'est aussi le moment où les maisons de disques diffusent des images de ces chanteuses sur les pochettes, dans les journaux. Les disques sont parfois accompagnés de photographies. Et ça joue aussi dans la place, ne serait-ce que visuelle, des femmes dans l'espace public. Oui, exactement. Et elle a eu une image aussi. Donc, elle était un vrai flapper, un garçon. Donc, on voit Habiba Messika ici, c'est à Berlin, où elle a enregistré quelques disques avec la maison d'édition Bydaphone. Donc, elle porte un costume, presque un costume, et il porte un disque aussi. Donc, il y avait avec les coupes, les lèvres, tout ça, c'était vraiment une image avant ce temps. Donc, ouais. Donc vous avez évoqué sa mort très, très brutale. Elle a été assassinée donc par un ancien amant. Sa mort a donné lieu à l'édition de plusieurs disques, ce qui donne une idée de l'impact qu'elle avait, et également un recueil, une kina en judéo-arabe, mais aussi en français et en arabe, il me semble, édité par Makhlouf Nadjar à Tunis. On se passait les disques relatant sa mort. Et voilà. Donc j'en viens tout de suite à Louisa Tounsia pour continuer à évoquer cette révolution opérée par les femmes artistes au Maghreb, puisque Louisa Tounsia, elle aussi, a joué ce rôle donc à partir des années 30, d'une certaine manière, puisqu'elle prend toute la place à ce moment-là. Et on va écouter, pour l'entendre tout de suite, un de ses morceaux, Ouinek, Ouinek, où es-tu, où es-tu? وينك وينك يا اللي بزينك حطي الناس الكل حطيني بعينك وبيني وبينك مال الياس والكل وينك وينك يا اللي بزينك حطي الناس الكل حطيني بعينك وبيني وبينك مال الياس والكل وينك وينك يا اللي بزينك حطي الناس الكل حطيني بعينك وبيني وبينك مال الياس والكل وينك وينك يا اللي بزينك حطي الناس الكل Alors vous montrez c'est toujours trop court.
Mais ça te donnera envie d'aller parcourir ralamophone, .com, le site de Chris, et d'autres comme Toukadim et beaucoup d'autres. Louisa Tounsia, donc elle aussi a tenu ce rôle-là de manière comme vous le disiez, un statement, c'est-à-dire comme un engagement presque. Oui. Vous racontez dans le livre comment, en parallèle, des mouvements favorables à l'émancipation des femmes tunisiennes voient le jour. Elle, c'est un engagement, vous le dites, par les paroles de ces chansons qui, d'une certaine manière, ou même totalement, rebattent les cartes de la place de la femme dans le couple, dans les relations amoureuses et même dans les relations maritales. Mm-hmm. Donc il y a plusieurs chansons, vous en citez plusieurs qu'on va évoquer rapidement, qui vont jouer ce rôle-là, et on va en entendre une de celles-ci, qui est, dont les paroles qu'on va entendre sont « Viens chez moi un moment, Rani wahdi fet dar », « Viens chez moi un moment, je suis seule à la maison ». Viens chez moi un moment, Rani wahdi fet dar, et tu verras comment نطفئ هذيك النار. j'oublierai mes tourments, elle a بعيونك الكبار. Chérie, combien je t'aime, نتكلم لك بكلام. عمري combien je t'aime, تضرب بالمرام. Alors à propos de cette chanson-ci, mais aussi de Hukm al-Niswan et de Mafish Flous, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous relevez dans les paroles de ces chansons, des manières de remettre en... Je vois que c'est plus ou moins clair, mais pour moi, qu'est-ce qui c'est très intéressant, Louisa Tounsia, par exemple, elle a sauvé le mot le plus feu, le plus épicé en arabe. Donc, oui. En français, c'est les paroles les plus... Oui, exact. Donc, c'est-à-dire, c'était légible, c'était clair pour la plupart des populations, pas juste les francophones, mais les arabophones aussi. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas le féminisme d'aujourd'hui. C'est pas exactement le MeToo, mais c'était le féminisme de l'époque. C'est-à-dire, Louisa Tounsia, elle a chanté une chanson Ma fiche flousse, s'il n'y a pas d'argent. OK? C'est quoi? Elle dit que elle va choisir son mari. Donc, j'ai oublié le mot en français, dowry, mais... Oui, c'est pas la dot qui va... C'est elle qui va... Oui, elle va choisir sa partenaire pour le futur. Et pour elle, la question, c'est le compte banque. Okay? C'est l'argent. Donc, c'est pas exactement le féminisme d'aujourd'hui, mais c'était quelque chose. Ça rebat les cartes. On passe les sujets assez rapidement pour pouvoir en aborder beaucoup, parce que le livre est très riche. Et on va aborder maintenant la question du nationalisme, et en fait la manière dont ces musiciens, dont certains de ces artistes, ont accompagné l'émergence du nationalisme au Maghreb. Et pour débuter ce sujet, on va évoquer un disque assez étonnant, au premier abord. On retrouve Habiba Msika, avec une ode non pas à sa Tunisie natale, mais à la Syrie, Anti Souria Biladi, dont on va écouter un court extrait avant que vous nous racontiez l'histoire de ce disque. اسطوانات فودافون الست حبيبه مسيكه انت سوريه بلادي. Alors, Habiba Msika a aussi enregistré une version de l'hymne égyptien, et vous montrez dans le livre comment, par des moyens détournés, alors parfois volontairement et parfois involontairement,
ces disques ont circulé comme des appels, pour renforcer le nationalisme, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, au point que les autorités coloniales de l'époque se sont alarmées? Oui, ils sont alarmés, c'est exactement ça. Donc, on verra entendre quelques différents points avec ce disque. Premièrement, elle a enregistré ce disque loin de Tunisie. Donc, c'était à Berlin, loin de Tunisie, loin des protectorats, loin des autorités françaises. À Berlin, c'est en 1928. Elle a commencé d'exprimer ses idées nationalistes. Okay? Comme Inti Souria Biladi, Syrie, tu es mon pays, le hymne national d'Égypte et les autres aussi. Pour le public, c'était un grand événement. Un geste fort, c'était? Oui, un geste fort. C'est-à-dire beaucoup de copies de ces disques étaient vendues, milliers de copies. Et pour les Français de l'époque, c'était un grand problème. Parce que c'était pour eux, c'était la propagande pan-arabe contre le protectorat, etc. Donc, ils ont juste après la mort de Habiba Mesika, il y avait un grand peur que ça, c'est le début d'une révolution contre le protectorat. Pourquoi? Parce qu'il y avait il y avait beaucoup de démonstrations dans les rues après la mort de Habiba, manifestations dans les rues, pas juste la manifestation, mais la manif avec les juifs et musulmans ensemble. Donc ça, c'était un problème pour les Français à l'époque. Donc ils ont commencé de saisir les disques de Habiba Mesika, et pas juste les disques de Habiba Mesika, les musiciens algériens, juifs, Lili Labassi et les autres aussi. Donc c'était un sujet très sensible pour les autorités, et aussi c'est intéressant parce que le but, le message, c'était très clair dans les chansons. Ça, c'était un autre type de piquant. Donc, elle a chanté des ennemis, des vilains, des fiertés dans le pays. Donc, ça commençait un problème à propos des disques en Afrique du Nord à cette époque-là. On va voir que Lili Labassi a eu le même problème. Dans son cas, lui, on va voir que c'était peut-être involontaire, mais c'est le moment, donc c'est l'occasion d'introduire un autre monument de l'histoire musicale du Maghreb, qui est Lili Labassi, Elie Moyal. Et pour entendre sa voix incroyable, on va écouter un extrait qui n'a pas de rapport avec le nationalisme du tout, mais qui dit quelle était sa voix. Donc c'était un morceau d'exil qui est postérieur à cette période, mais c'était pour vous faire entendre donc la voix de Lili Labassi, qui lui est concerné par cette question pour un autre de ses titres, qui a été interprété comme étant, vous allez nous en parler, comme étant un message de soutien à un politicien exilé. Oui, exact. Pardon, on va l'entendre tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce disque en particulier? Oui,
est-ce que vous connaissez cette chanson? C'est quoi Mazal Hay Mazal en français? D'accord, exact. Donc, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Ah. Il est toujours vivant. Donc, l'Abbasi, il a publié cette chanson en 1937, la même année que le nationaliste marocain Alal El-Fassi il a déporté. Il a été déporté dans le Sahara. Déporté à Sahara. Donc, il y avait la question s'il est toujours vivant. Cette chanson, même année, 37, Lili Abbasi chante Lila il Sahara, partout toi qui vas. Toi qui pars au Sahara. Ouais. Mazal Hay Mazal. Toi, tu es toujours vivant. Donc, pour les Français, les autorités françaises, c'était une musique subversive, c'était un type de propagande, mais ce n'était pas le but de Lili Abbasi, c'était juste par hasard, c'était une ancienne qasida qu'il a interprétée. Mais il y avait un grand effort de saisir cet disque parce que c'était très populaire à l'époque. C'était trouvé dans la main de Hizb al-Watani, le parti nationaliste en Maroc. Et ils ont trouvé dans cette chanson un type de nationalisme aussi. Donc, il y avait un grand effort par rapport aux autorités françaises de trouver chaque exemplaire de ces disques. Et enfin, ils ont trouvé des milliers de copies de ces disques, plus partout en Maroc, en Algérie aussi. Il a commencé à saisir ces disques. Et, bref, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était interdit par les autorités Vichy en Maroc, en Algérie aussi. Donc, c'était quelque chose dans le mauvais sens extraordinaire. Oui, là en l'occurrence, donc, ce n'est pas volontaire de la part de l'Abbasi, mais ça témoigne du sujet brûlant que c'était, puisque le public l'a entendu ainsi et les autorités coloniales aussi. Juste pour l'anecdote, on a ici Lili Abbasi avec au piano Maurice Almedioni qu'on retrouve ici. Vous consacrez une partie importante du livre à la Seconde Guerre mondiale et aux répercussions qu'ont eu les persécutions anti-juives sur ces musiciens, et notamment en Algérie où ils ont été directement touchés par les persécutions de Vichy et en particulier encore plus les musiciens qui étaient présents à Paris. Et pour évoquer cette période, vous évoquez vous choisissez de le faire, avec la figure de Salim Halali, qui est lui aussi un monument, peut-être le plus grand, un des plus grands de la musique du Maghreb du XXe siècle. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire, c'est pas possible de séparer l'Afrique du Nord. C'était en partie de la Deuxième Guerre mondiale intégrale. Ça touchait aussi la scène musicale, l'industrie musicale. En Afrique du Nord, par exemple, et en Algérie en particulier, en fait, il y avait le statut de juif, les lois contre les juifs, et ça touchait le radio, le concert, en fait, la possibilité d'entendre les voix juives dans un moment très grave, très important. Donc, Lili Abbasi, par exemple, c'était interdit pour lui de performer, de chanter pour la radio dans cette époque-là. El Mutrabia, l'orchestre avec la plupart des musiciens étaient les juifs, était dissolu par Vichy, par exemple. Donc, il y a
plein d'exemplaires de cette histoire, comment l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale touche l'Afrique du Nord et surtout la scène musicale. Maurice Medioni, il a écrit dans ses mémoires son propre expérience avec la Deuxième Guerre mondiale. Son frère était dans un camp d'internement en Algérie aussi. Donc, c'est vraiment une partie importante de l'histoire nord-africaine. Oui. C'était une histoire qui clairement touchait en France aussi. Et les musiciens juifs en France comme Selim Helali. Donc, Helali était ici à Paris juste avant le temps de la Troisième République. Il a enregistré quelques disques avec ses collègues musulmans pour Pathé, incluant la musique nationaliste aussi. Mais il était ici à Paris en 1940. Donc il était caché par le Grand Mosquée de Paris. Et juste un peu, sa sœur, elle est déportée, pas survivre. Donc c'est vraiment une histoire impossible, triste. Mais on peut voir avec le répertoire de Helali après la guerre aussi, et il a fait hommage de ces coreligionnaires qui est mort pendant le Shoah. Comme il y avait un autre musicien ici à Paris, un musicien tunisien juif, Gaston Bchiri. Il était déporté aussi à Auschwitz. Pour Helali, on peut voir avec son répertoire juste après la guerre. Donc, il a commencé d'enregistrer pour Pathé 1945. Il a commencé avec le répertoire de Bchiri. Donc, c'est possible de voir le nom de Bchiri dans l'étiquette de Pathé de Selim Helali des années juste après la guerre. On va écouter un très court extrait d'un morceau enregistré par Gaston Bchiri avec Albert Abitbol au violon et Gaston Bchiri au oud. Un disque important pour vous, je crois. اسطوانات أم الحسن الأستاذ غاستون بسيري والأستاذ ألبير بيتبول. Je précise au passage, je ne l'ai pas fait, plutôt que la plupart des extraits musicaux que vous entendez viennent du site ralamophone.com, le site de Christopher Silver, et qui sont toujours accompagnés d'indications historiques et des récits vraiment passionnants. Un personnage qui accompagne la dernière partie du livre, c'est Sami El-Maghribi. Et ce qu'il y a de particulier, c'est vous le choisissez un peu pour illustrer la question du départ des Juifs du Maghreb. Et dans son cas, il y a d'abord une proximité très grande avec le pouvoir marocain, avec le roi Mohamed V, et un départ qui se fait un peu malgré lui et qui n'est pas une rupture totale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi Sami El-Maghribi, enfin, ce que son histoire raconte du départ? Oui, en général, ce ne sera pas possible d'écrire un livre sur ce sujet sans Sami El-Maghribi. Il était un grand musicien marocain. Il a chanté les chansons populaires andalouses, aussi des chansons nationalistes, Elf Hania wa Hania, les autres aussi. Il
il est resté au Maroc en 1956, donc l'année de l'indépendance du Maroc. Il a composé quelques chansons pour l'indépendance du Maroc aussi. C'était la même chose pour les autres musiciens comme Zohar El-Fassia, les autres. Donc, lui et les autres, ils ont resté. Il a construit, pas exactement un empire du disque, mais quelque chose comme ça. Donc, il a créé un propre label, une maison d'édition, Semiphone. Il y avait quelques magasins de Semiphone à Casablanca et aussi en France aussi. Donc, il a resté au Maroc jusqu'en 1959. Il y avait un épisode bizarre mais inquiétant. Le royaume ou les polices, ils ont confusé lui pour... Confondu, merci. L'anglicisme. Et confondu lui pour Salim Helali. Donc, il y avait un problème avec Salim Helali. Bref, donc il est resté en Maroc jusqu'en 1959. Juste après, il est parti, mais il a maintenu son magasin à Casablanca après 1959 jusqu'en 1965. Il a enregistré les chansons pour le Maroc après son départ. Par exemple, Qissat Agadir. Après le tremblement de terre en Agadir, il a enregistré une chanson pour aider le peuple marocain spirituellement, mais aussi c'était un type de fundraiser pour les victimes. Donc, il était très connecté avec le Maroc après son départ et il revient dans les années 60 aussi. Donc, il revient en 1967, juste avant la guerre des 6 jours. Vous évoquez donc le cas de Samuel Maghribi, et vous évoquez aussi celui de Cheikh Raymond Léris, qui là pour le coup est beaucoup plus brutal. Enfin, si on le considère du point de vue du départ des Juifs du Maghreb, l'histoire du Maroc et l'histoire de l'Algérie est très différente. Dans le cas de Raymond Léris, on a l'impression que vous soulignez l'importance. Donc, Cheikh Raymond Léris, qui était un musicien très important de Constantine, qui se trouve aussi être le beau-père d'Enrico Macias, mais qui était une figure musicale majeure de Constantine, qui a été assassiné en 1961. Et on raconte que cet assassinat a marqué le début de la fin pour les Juifs de Constantine et que ça a été ressenti comme le signal que plus rien n'était possible. Est-ce que vous pensez, parce que ça dit quelque chose de l'importance centrale, du rôle central joué par les Juifs, les musiciens juifs, dans ce lien, ce rôle de lien majeur qu'ils avaient entre juifs et musulmans, et comment, du coup, là, dans ce cas précis, la rupture de ce lien signifiait, en tout cas, que le message reçu par les juifs de Constantine était une coupure brutale. Oui, c'est... Même pour moi, je n'ai pas grandi là-bas, mais c'est émotionnel. C'est une certaine tristesse. Mais il était un symbole en réalité et les possibilités d'un certain futur aussi. Mais il était assassiné en 1961. C'est intéressant de penser à le fait que ces disques, il n'y avait pas une rupture avec la popularité de ces disques après l'assassination. C'est-à-dire c'est possible de suivre le vendre des disques de la maison d'édition de Cheikh Raymond, Hassan Mouknin. Ils étaient vendus en Algérie,
jusqu'à les années 70, et même en 80, c'est possible de trouver pas ces disques, mais les CD, le MP3 en Algérie jusqu'à nos jours. Donc les Juifs sont partis, mais une histoire se prolonge avec, à travers la musique. Oui. Avant de vous passer la parole, parce que l'heure tourne, je voulais juste conclure en vous faisant entendre un titre d'Exil, un des plus beaux peut-être écrit sur l'exil, de Lili Bonich, Alger, Alger. من وحش لحباب هاجوا فكاري وفرقوا طال عليا كي نتفكروا تشعل ناري وين راكم يا ولدي تغربت عليكم وخليت داري ودموعي سايلة قوية جرحات خدودي وبصاري يا ربي يا علي حان علي. Voilà. Je conclue en vous remerciant encore Christopher Silver. Merci. Où êtes-vous, mes parents? Il y a beaucoup de. C'est une chanson qui dit le déchirement et la distance et les parents loin, les amis perdus, qui implorent Dieu et pitié de moi. Je voulais donc vous remercier, Christopher Silver, beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence et pour ce livre qui n'est, vous l'aurez compris, toujours pas traduit en français. S'il y a un éditeur dans la salle, qu'il se manifeste. Mais dont nous avons quelques exemplaires à la librairie et que Christopher Silver pourra vous dédicacer. Et annoncer que vous travaillez à un deuxième livre qui serait la suite de cette histoire, c'est ça? Part 2. Oui, Part two. Exactement. Une histoire qui se déroule désormais. La continuation. Donc, oui, la pré-vie de cette musique, mais ce n'est pas exactement la pré-vie. Donc, l'histoire a continué en France, en Israël, au Canada. Donc, oui, la nouvelle génération. Merci beaucoup, Christopher Silver. Merci. Merci. Un micro va circuler si vous avez des questions. Vous m'avez vu bondir de ma chaise pour passer des extraits musicaux. Je n'ai pas pu passer tout ce que j'aurais voulu, mais s'il y a des amateurs, il pourrait y avoir des bonus. Oui, merci. J'aimerais vous parler d'un film qui retrace très bien cette mixité judéo-arabe d'Alger. C'était l'Orchestre national de la Casbah, pour lequel il y a eu un film fait par une journaliste française qui, au cours d'un voyage dans la Casbah, a retrouvé des photos chez un coiffeur, oui, et qui a remonté toute la filière de cet orchestre, dont certains juifs étaient venus en France, dont Castel, qui est un très très bon musicien. Qui était le fils de Lili Labassi. Et ce film est extraordinaire. C'est le film El Gusto, que je vous recommande chaudement à tous. Cet orchestre a participé au Festival des musiques sacrées à Fès. Et dans son entièreté, il était là entièrement. Et je voudrais aussi citer un autre musicien qui a fait le bonheur de mes beaux-parents en Algérie. C'était Lili Bonich. Lili Bonich, oui. Oui. Alors là, il y avait Lili Labassi, je pense que c'est pas elle. Mais Lili Bonich, c'est un chanteur extraordinaire. Bon. Exactement. Il y avait plein de Lili. Oui, Lili Bonich, Lili Labassi, Lili Charki. Les Eli devenaient des Lili. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de Momo, là, c'était des Moïse et des Moshe aussi. Et la grande voix de René Coranès. Exact, oui. Encore une fois, il y a plus de choses sur le site de Chris Silver. Et il ne prétend pas épuiser le répertoire, mais c'est un ouvrage dans lequel il s'attache à certaines figures pour ce qu'elles racontent de cette histoire. Oui, pour ce travail très particulier, vous avez attiré notre attention
sur l'amour et sur la politique, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la poésie cérémonieuse de la vie. Or, la vie de tous les jours était toujours accompagnée de musique. Et il y a aussi les changements d'orientation. Vous avez parlé de Sami El Mghribi, mais Sami El Mghribi a eu pratiquement 2 vies. Parce qu'au moment où il a quitté le Maroc, il est devenu chantre au Canada. Et à partir de là, il a banni de son répertoire toutes les chansons qui parlaient d'amour. Kaftanek Mahloul, oui, c'était fini. Absolument, Oui, ça ne exact. pouvait pas. Ton kaftan Oui. est ouvert. Oui, exact. Et il est chanté sur ces sujets. Oui. Inrani Wansali. Voilà. Comment je peux en chanter, prier à la même temps. Exactement. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai été particulièrement frustré parce que vous n'avez pas parlé Par de... moi non. Par mois. Non, mais justement, je vous fais des ouvertures parce qu'il y a plein de choses encore à dire. Et vous n'avez pas parlé de la famille Botbol qui a été une véritable génération de musiciens, puisqu'il y a eu le père et les 3 enfants, et tous étaient musiciens. Oui, exact. Oui, les difficultés, c'est de ne pas écrire un livre de 1100 pages. Okay? Ça, c'était nécessaire de faire quelques choix. Donc, ce n'est pas faire pour les autres musiciens, mais c'est vrai. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de spécifique avec ces livres. Premièrement, c'est de donner un spotlight pour la musique populaire, pas juste pour la musique andalouse. Okay? Parce que, comme vous avez dit, il y a une poésie pour la vie quotidienne aussi. Donc ça, c'est la musique populaire. Et la musique populaire, c'était plus populaire de la musique andalouse. Okay? Ça, c'est clair, c'était clair avec les archives. Les chiffres pour les exemplaires, les copies des disques populaires, c'était les best-sellers. Pour la musique andalouse, ce n'était pas le cas. Donc, oui, ça, c'était premièrement. La deuxième chose avec ces livres, c'était d'essayer d'écrire une histoire d'Afrique du Nord entière. Pas pays par pays, mais entière, parce qu'il y avait beaucoup de liens entre les pays et il n'y avait pas de frontières avec la musique. Par exemple, le Malouf. Okay, la musique andalouse de l'Est Algérie et de Tunis, il n'y a pas de frontière. Il y a une frontière politique, mais pas frontière musicale. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Le troisième, si on a des temps, et il y a juste 10 ou 12, le troisième, c'était de tracer cette histoire avec un certain média, c'est-à-dire les disques de 78 tours. Donc, c'est date de fin du 19e siècle jusqu'à les années de décolonisation. Donc, ça m'a permis d'écrire une autre histoire d'Afrique du Nord avec une trajectoire, et pas juste pour les élites, une trajectoire de la vie quotidienne. Je n'ai pas précisé que ce qui borne les bornes chronologiques du livre, c'est ça, c'est l'apparition et la fin du 78 tours, ce que Chris Silver racontait tout à l'heure, c'est-à-dire avant qu'il ne soit remplacé par le 45 tours en vinyle, les disques en gomme lac, et comme l'apparition du CD a failli coûter la peau du disque vinyle, en l'occurrence le vinyle a fait disparaître tous ces disques-là. Mais je suis d'accord avec vous. Botbol, je suis un fan de Botbol à 100%. Ouais. Et sachez qu'il y a une jeune génération, notamment de DJ Bachir et Crimo, qui ont une émission remarquable qui s'appelle Tokraddim, qu'on peut entendre sur Internet, et qui sont des fans absolus de Botbol, et qui mettent en ligne un grand nombre de morceaux. Juste, mon intervention ne sert à rien, parce que
Joseph a posé les bornes, mais c'est juste pour rétablir l'équilibre par rapport aux deux autres interventions. On a parlé des chanteurs que vous avez oubliés d'Algérie, du Maroc, et moi je voulais en citer deux de Tunisie. Évidemment, un Nathan Cohen qui était chantre, qui a beaucoup chanté de chansons populaires, notamment des pioutes et des choses qu'on chantait dans les familles des quartiers de la Hafsia, des quartiers juifs non pas européens. Et puis qui a pour lui d'être aussi le papa d'Annie Briand, si je ne m'abuse. Et un autre qui est mort il n'y a pas forcément très longtemps, qui s'appelle Raoul Journeau, et donc qui a commencé sa carrière à l'avant-guerre et qui l'a poursuivi à la fois en France et en Israël, et qui est retourné chanter pendant très longtemps en Tunisie. Et c'était peut-être un peu vers cette ouverture que c'est-à-dire, j'aimerais bien, je rêve, moi, de revoir l'orchestre de El Gusto à Alger, à Tunis ou à Casablanca. Et il me semble qu'il y a peut-être un genre, peut-être pas en ce moment, c'est peut-être pas le sujet, mais j'ose espérer que c'est pas mort. La question, c'est les interprètes, vivants. Et c'est vrai que vous avez cité tout à l'heure le nom de Netta El Kayan. Il y a une jeune génération, il y a des musiciens qui se réapproprient ce répertoire, notamment marocain, en Israël, pour le cas de Netta El Kayan. Vous avez parlé de l'Afrique du Nord, donc du Maghreb, mais est-ce que vous avez à votre connaissance d'autres artistes en dehors du Maghreb, dans le monde arabe, plus au Moyen-Orient? À propos de ces questions, les relations juifs-musulmans? Non. Si vous avez des noms d'artistes, par exemple en Irak. Oui. Parce que donc là, on s'est focus sur le Maghreb, mais je voulais savoir s'il y en avait d'autres dans le monde arabe. Hors Maghreb. Il y avait un très grand nombre. Il y avait plein, Zaki Morad, Leila Morad, Salima Pacha. Les frères Al-Kuwaiti. Oui, exactement. Oui, c'était un phénomène en Moyen-Orient aussi. Une petite différence, c'était pour le Moyen-Orient, les Juifs étaient instrumentalistes. Pas souvent le vocaliste, le chanteur, mais en Afrique du Nord, ils étaient les deux. D'abord, je voudrais vous remercier. Ephraim Kahn, je travaille à l'Institut européen de musique juive. Et récemment, on a fait un travail de mémoire sur Maurice El-Medioni. Et en travaillant sur ces archives, j'ai découvert que la chanson que l'on pensait être composée par lui, Chante, chante ma guitare, il raconte qu'elle était en fait composée dans un camp d'internement à Oran et qu'il a modifié les paroles. Et elle sera d'ailleurs interprétée pour la première fois avec les paroles d'origine dimanche à l'occasion du Yom HaShoah. Et je voulais aussi vous demander, est-ce que vous avez comme projet de faire un répertoire, enfin une anthologie peut-être, avec des entrées par nom d'artistes, peut-être sur le site, pour avoir une vision globale, en plus du récit dans le livre? Excellente question. Je vais répondre avec les paroles de Lili Labassi. Kulchi ma'a flous. Donc. C'était une question d'argent. Non, c'est pour vrai, c'est oui, c'est un rêve. Donc, la prochaine étape, c'est OK. Pour moi, j'ai terminé avec les livres, nous aussi. Donc, je continue d'ajouter des morceaux à mon site web, Raramophone. Mais il manque beaucoup de choses. Donc, les informations comme vous avez mentionné. Donc, oui, il faut commencer un projet de collecter tous les matériaux pour le futur. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, par exemple, vous avez trouvé un morceau. On a pensé que Medioni était le compositeur, mais était quelqu'un d'autre. Donc, avec chaque disque, toujours, il y a un problème comme ça. Donc, c'est un bon problème pour nous, pour les chercheurs, parce que c'est donne nous les opportunités pour le futur, mais c'est des gros travaux, c'est énorme. Donc, pour moi, je pense que c'est un travail des archivistes, notre parents et grands-parents aussi,
Okay? C'est vraiment un collab entre des parties différentes. Donc, j'espère qu'en général, on peut faire quelque chose ensemble, pas juste l'académicien, mais les communautés aussi, et Maj aussi. Oui. Est-ce qu'en conclusion, vous voulez écouter 2 extraits de Salim Halali? Alors, deux extraits qui disent 2 facettes de qui il était et qui disent aussi quelque chose de son héritage musical. Donc, la première, c'est donc Salim Halali qu'on voyait jeune avec Chechia, est devenu une superstar de la musique. Et voilà, le titre qu'on va entendre, c'est Habibi Diaby. Non, c'est Sidi Habibi, qui est donc, si je parle sous le contrôle de Christopher Silver, qui est donc sa version d'une chanson populaire marocaine qui était Habibi Dialy Fine Houa. Et son interprétation est l'une des plus célèbres. Donc on va entendre celle-ci et ensuite on entendra une deuxième très différente. Et le dernier morceau, c'est un morceau que beaucoup de gens connaissent sans le savoir, puisque c'est un morceau qui a été intégré au répertoire liturgique des Juifs issus d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Je vous laisse découvrir le morceau, Bin el Barah wal Youm. Certains connaissent le morceau original, d'autres reconnaîtront l'air. بين البرح واليوم الولاية محلاها بها فرح مغروم والله ما ننساها بين البرح واليوم الولاية محلاها بها فرح مغروم والله ما ننساها. On voit le grand écart entre les 2 morceaux et la jeunesse de Salim Halali et son âge d'or. Ce morceau, il est donc dans l'oreille de toutes les personnes qui fréquentent les synagogues de rite algériens, tunisiens et marocains, parce qu'il est l'air sur lequel se chante Kiesh Mera Shabbat, un chant de Shabbat composé par un rabbin andalou du XIIe siècle, il me semble, Abraham ibn Ezra. Et je vous évoquais dans le livre la manière dont il a été intégré à la liturgie. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Je pense que vous avez mentionné, il y avait beaucoup de liens avec les musiques populaires. Il y avait beaucoup de liens entre les musiques populaires et les musiques liturgiques. Donc, Kiesh Mera Shabbat, Ben el Barah wal Youm, même la chanson interdite, Kaftanek Mahloul, était dans les synagogues en Maroc pour El Hiram Gadol. El Hiram Gadol. Okay. Je vais chanter la prochaine fois. Donc, Kaftanek Mahloul, ton kaftan est ouvert, donc on évoquait tout à l'heure, qui est transposé à la synagogue. C'est une belle manière de conclure cette soirée. Merci beaucoup, Christopher Silver.